Voilà, donc bonjour à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, c'est les obligations, trader les obligations avec le signal Aiki-Nashi. Et en particulier, ce soir, on regardera plutôt le Bund, un peu moins le 30 ans, plutôt le Bund. Voilà. Alors, donc, le programme de la soirée, pour une présentation qui va durer 1 heure maximum. Pourquoi s'intéresser aux obligations? Donc, c'est une opportunité, je dirais, pour ceux parmi vous qui n'ont pas l'habitude de trader ce type de support. C'est une opportunité pour découvrir. Euh, on s'intéressera aux heures. Quelles sont les heures les plus volatiles? Ça nous permettra de vous montrer notre étude qui permet d'afficher les heures les plus volatiles dans une sorte de petite charte. Un petit mot sur futur contre CFD, notamment après la mise en place de l'ESMA. Et on rentre dans le dur. Qu'est-ce que le graphique Aiki-Nashi? Qu'est-ce que le signal Aiki-Nashi? Ses avantages. Et puis, je montrerai une stratégie Aiki-Nashi sur le Bund pour du trading, je dirais, du day trading. Et on conclura à ce moment-là, quoi. Alors, si vous avez des questions au fil de la présentation, il ne faut pas hésiter à envoyer vos questions et je verrai les questions dans mon petit appareil là et je vous répondrai directement. Alors, euh, cette présentation, je l'avais donnée déjà vers le mois de mars, je pense, donc il y a 5 mois. Et grosso modo, le chart, je l'ai mis à jour, donc le chart, il est légèrement différent. Il y a cette partie-là qu'on voit ici, qui est en plus. Mais grosso modo, la question reste la même, c'est-à-dire, va-t-on assister à une hausse des taux? Maintenant, voilà, ralentissement de la croissance en Europe, ça ne va pas faire monter les taux. Mais le sujet de la baisse des taux est toujours, je dirais, sur la table, parce qu'on a connu un, un mouvement haussier presque incroyable depuis 2009 sur les obligations, comme on peut le voir ici. Ce qu'on voit ici, c'est le Bund futur. Donc, quand on regarde de près, le Bund futur de septembre 2018. Et là, on voit que le début du chart, ça remonte à 2009. Donc, on va dire même un petit peu avant, il y a eu un rebond, je dirais, phénoménal. Et puis, le marché n'a fait que monter. Et grosso modo, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous, bien entendu, on s'intéresse plutôt au côté day trading, donc que le marché soit en hausse, en baisse, a priori, ça doit nous, euh, ça ne doit pas nous empêcher on va dire, de trader. Néanmoins, quand vous voyez le marché dans un range comme ici, un range comme ça aussi serré, c'est quand même moins intéressant qu'une vraie croissance, quoi. Alors, si on regarde le 30 ans américain, lui, il est beaucoup plus volatile. Et lui, sur la même période, donc depuis le mois de mai 2009, il a plutôt monté, mais vous voyez que depuis à peu près le mois de juillet 2016, donc ça veut dire 17-18, c'est-à-dire 2 années pleines, on va dire qu'il est plutôt en baisse. Et pourquoi? Parce que les taux remontent ou sont remontés aux États-Unis beaucoup plus que ça a été le cas en Europe. Alors, si je reviens sur le Bund, je veux juste rappeler que le Bund, c'est un panier d'obligations d'État allemandes, maturité 8,5 à 10 années et demie. Donc, il y a je dirais quand l'État allemand se finance, il emprunte sur les marchés, il émet des obligations, ces obligations se retrouvent sur le marché secondaire, on appelle ça. Et puis, le REX, qui est la bourse des futurs, fabrique en fait le Bund en prenant une sélection d'obligations qui sont traitées sur le marché secondaire et il faut qu'elles se qualifient en termes de maturité et grosso modo, ils vont essayer de calculer une sorte de moyenne qui va donner la valeur du Bund. C'est pour ça aussi que le Bund, comme un petit peu tous les produits liés à des obligations, ça peut, lors d'une expiration, l'expiration du Bund c'est tous les 3 mois, mais lors de l'expiration, il peut y avoir des gaps
parce que le panier est, on va dire, mis à jour, ou etc., quoi. Alors, pour ce qui concerne le bon du trésor, c'est plus ou moins le même concept. Et, et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis on va dire depuis l'automne 2016, hein, si on va dire que ça c'est juillet 2016, la baisse, ça c'est l'automne, on est dans une sorte de range avec un petit craquement ici vers le mois de l'an dernier, il y a peut-être un an, et on est dans une sorte de un range très serré. Donc ça c'est quand même un peu plus difficile pour le day trading, parce qu'il faut essayer de travailler sur des unités de temps plus petites dans un marché aussi petit. N'oublions pas que ce qu'on voit sur l'écran, c'est un graphe mensuel. Oui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon je continue. Alors, les heures les plus volatiles, pourquoi s'intéresser à ça? Ben, tout simplement parce que nous, on essaie de définir des stratégies pour essayer de trader on va dire le Bund ou le 30 ans américain. Et bien sûr, si on va dans la partie de la journée où le marché bouge le moins, on a peu de chances de gagner quoi que ce soit. Donc, on est obligé de s'intéresser à la question de la volatilité. Donc, la réponse, elle est là. Ce graphique, je vais vous montrer comment on l'obtient après dans la plateforme. Il est disponible gratuitement à tous nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce graphique. Ici, le Bund. Première chose, sur la droite, l'échelle. Une échelle en pourcentage. Donc, 0,14, ça veut dire 0,14%. Et en dessous, 0,20 et quelques, ça veut dire 0,20%. Donc déjà, la première chose, avant même de comprendre ce qu'est l'échelle horizontale, on comprend déjà que la taille du mouvement sur le 30 ans, c'est quasiment, c'est presque 2 fois plus important que sur le Bund en pourcentage. Donc c'est 2 fois plus volatile. Après, quand on s'intéresse à la nature de ces barres, alors c'est tout simplement l'échelle horaire. On le voit en bas. On va de 0. Donc cette barre ici représente la volatilité pour le 30 ans américain, exprimée en pourcentage, sur la période qui va de 0 heure à 0 heure et 59 minutes et 59 secondes, c'est-à-dire de 0 à 1 heure du matin. Et on peut suivre toutes les heures ici. Par exemple, on a groupé tout ce qui était les 4 premières heures en vert clair. Ça, c'est les heures qui vont peut-être être intéressantes, par exemple, si on traite le Nikkei ou le Japanese Yen. Et puis, ça, c'est les heures qui sont entre l'ouverture japonaise et notre ouverture européenne. Donc, c'est la deuxième mi-temps japonaise, de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures. Et puis, on attaque la première mi-temps européenne, de 8 heures jusqu'à midi. Et ça, en gris, c'est en fait l'heure de midi, l'heure de 13 heures. On termine ici sur 14 heures, en fait. Et ça, c'est maintenant la première mi-temps américaine, on va dire 14 à 18 heures. Et puis ensuite, 18 heures à 22 heures. Et cette barre-là, c'est de 22 à 23. Et après 23, il n'y a pas de cotation. Donc, une fois qu'on a un petit peu l'habitude avec les couleurs, on voit tout de suite du premier coup. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à tirer comme information? Ben, la première information, c'était que c'est que la volatilité n'est pas égale, elle n'est pas répartie de façon égale au niveau de toutes les heures. Donc, c'est inégal. Alors, quelles sont les périodes durant lesquelles, par exemple, le Bund est le plus volatile? Clairement, cette bougie, c'est celle de 8 à 9. Ça, c'est 9 à 10. Donc, entre 9 et 10, c'est là que le Bund est le plus volatile. Et généralement, vous voyez, la volatilité, mis à part cette bougie, enfin cette barre, la volatilité du matin, puis la volatilité de l'après-midi, c'est plus ou moins la même chose. En tout cas, pour le début on va dire, de la première mi-temps américaine, comme j'appelle ça, quoi. Par contre, au niveau du 30 ans, la volatilité du matin, elle est égale à la volatilité du Bund. Vous voyez, c'est à peu près juste en dessous de 0,15%.
Par contre, la volatilité l'après-midi, pour le Bund, c'est plus bas. C'est aussi un peu normal, c'est les Européens. Puis les Américains, ici, c'est en rouge et ça va jusqu'à, on va dire, à peu près 0,23 peut-être. Donc, c'est quasiment le double de la volatilité européenne. Puis après, dans la soirée, on voit que c'est moins intéressant, même si c'est une volatilité qui est de l'ordre du Bund. Dans la nuit, ça traite aussi, mais c'est beaucoup moins volatile. Hein, donc, j'espère que vous trouvez ces informations intéressantes. Je vais vous montrer comment on arrive en fait à... Alors, je transfère ici la nano. Je vais sauvegarder cette page et je vais mettre une page vide. Voilà. Je vais ouvrir un graphique. Alors, je glisse juste. Voilà. Alors, j'ouvre en grand ma nano. Ouvrir un graphique. Alors, j'appelle le Bund. Lui, je l'ai à différents endroits. Je vais prendre le Bund CQG. Je traite maintenant à travers CQG. Donc, CQG, un clic droit. Modèle d'étude. Donc, à l'intérieur des propositions qui sont en fait des suggestions de traders, ainsi que des outils fabriqués en interne, à l'intérieur de cette liste, je vais chercher maintenant la volatilité, l'histogramme de volatilité horaire. Et vous voyez qu'il est basé sur un chart de 250 jours avec des bougies de 60 minutes, puisqu'on travaille sur de l'horaire. J'appuie. Alors, ce qu'on voit en haut, c'est un chart en 60 minutes, un chart du Bund. Alors, vous voyez ici ce genre de mouvement qui est dû à une sorte de recalibration du Bund. Vous voyez, c'est pas forcément que le marché s'est écroulé ce jour-là ou quoi que ce soit. Si j'ouvre ça maintenant, alors je ferme la partie du haut. Vous voyez, j'ai mon beau graphique ici. Voilà. Et c'est exactement ce que j'avais. Alors, si vous regardez bien, alors ici, c'est le nombre de barres. Donc, en fait, si je mets 240, j'ai en fait j'ai des barres, donc j'ai quasiment une année en fait. J'ai quasiment une année quoi. Donc si je mets 60, j'ai une soixantaine de jours. C'est comme s'il y a 20 jours par mois, 20 fois 3, 60, c'est comme un trimestre. Si je mets 20, c'est comme à peu près mensuel. Vous voyez, donc là il y a le petit réglage. Et puis grosso modo, ça nous donne le résultat. Donc pour nous, soit on traite le matin, soit on traite l'après-midi, mais grosso modo, après 18 heures, ça vaut pas la peine de trader, c'est trop bas. Entre midi et 2, ça reste quand même haut. Et c'est souvent la fin de la matinée, donc on peut tout à fait trader dans dans la mi-temps, vous voyez, entre le matin et l'après-midi. On peut tout à fait trader, c'est tout à fait faisable, quoi. Alors, je glisse maintenant ma plateforme à droite. Je reviens ici, donc on a grosso modo fait le tour un petit peu de la question. Et grosso modo, on arrive sur la question future, etc. Donc ce que je fais peut-être, c'est je reviens ici. Je vais ouvrir, alors je baisse cette fenêtre. Là, on est sur un chart de 60 minutes. Bon, qu'importe. J'affiche ici le carnet d'ordre. Alors ça, c'est le carnet d'ordre. C'est intéressant de regarder. Donc ça, c'est le carnet d'ordre à l'heure actuelle sur le Bund dans les futurs. Donc ce qu'on voit, c'est le nombre de contrats offerts à l'achat et le nombre de contrats offerts à la vente. Alors, ce que vous voyez tout de suite, c'est que le spread, il est très serré, vous voyez, et la différence, c'est 0,01. Et ce 0,01, ça vaut 10 euros. Donc, quand le Bund bouge de 1 point, ça fait 100 fois ces 0,01, c'est-à-dire 100 fois 10 euros. Ça fait 1000 euros. Donc, si je prends par exemple un mouvement
ici, et je dis 162,80 ici, ou 162,95, 163,95, c'est presque cette variation. C'est presque cette variation entre le plus haut et ça. Et bien cette variation qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 jours, ça fait à peu près 1000 euros, pour donner un ordre de grandeur, quoi. Alors hop, je glisse ça de côté. Et donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que si vous voulez trader le Bund, d'un point de vue, je dirais, de trading, pour vous, c'est beaucoup mieux de trader avec les futurs, tout simplement parce que le spread, il est rikiki. Je vous laisse investiguer quel est le spread sur les CFD, c'est beaucoup plus important. Et notamment parce que, je dirais, la majeure partie des gens traitent les indices, beaucoup moins on va dire le Bund, mais néanmoins sur le Bund, comme vous pouvez le voir dans le carnet d'ordre du futur, il y a énormément d'activités et ça, ce sont surtout des banques, des institutionnels, des hedge funds, etc. Donc, en fait, eux, toute cette liquidité qu'ils créent en intervenant sur ce contrat fait que le spread est très serré. Les courtiers on va dire de CFD vont vous offrir des spreads qui sont plus importants. Donc, d'un point de vue purement économique, c'est beaucoup mieux de faire le futur, quoi. Alors, la volatilité, elle est assez faible, mais l'effet de levier, il est de l'ordre de 200 à peu près, quelque chose comme ça. Puisque regardez, la marge, elle est de 800, et moi, je vous ai dit que le prix était de l'ordre de 1000 le point. Donc, ça fait 158 000 divisé par 800. Ça nous donne le levier. Donc, 158 divisé par 1000, ça fait 158 fois. Et par 800, ça fait allez, quasiment du 180 fois, quoi. Donc, c'est quand même une marge, un levier qui est relativement grand. Donc, on peut travailler, je dirais, avec un compte qui est pas trop important. Si vous avez un compte CFD, vous pouvez même le transférer, pour ainsi dire, quelle que soit un petit peu la valeur du compte, hein. Donc, s'il vous reste par exemple 2000 euros, 3000 euros, vous pouvez tout à fait convertir ça en futur si vous voulez. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la suite. Et la suite, c'est, on va parler maintenant plutôt du côté euh, euh, plus fondamentalement, qu'est-ce qu'Aikinashi, le signal. Donc, je vais glisser la plateforme. Je vais fermer ce carnet ici et je vais vous montrer Akinashi. Donc, vous voyez ce bouton ici? Donc, juste d'un point de vue visuel, on peut voir Akinashi. Hop, voilà. Donc ça, c'est Akinashi. Et qu'est-ce que l'on observe avec Akinashi? Eh bien, on observe que quand le marché monte, la couleur tend à être verte, et quand le marché descend, la couleur tend à être rouge, comme on le voit ici, hein. Si je prends par exemple un chart journalier, donc chaque bougie correspond à une journée, vous voyez, typique, hein. Le marché baisse, hop, à un moment, vous avez un changement de couleur, puis hop, ça tend à être vert. Là, deux petites zones d'incertitude, ça peut tout à fait basculer au rouge et puis repasser au vert, etc. Mais après, on a de nouveau une période de baisse, une période de hausse. Donc, l'intérêt de ce chart, c'est quoi? C'est de nous donner en fait une indication quant à la tendance, premièrement, puisque vous voyez que là, on est en tendance haussière. Mais d'un autre côté, c'est aussi une indication quant à un possible retournement de tendance. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que après un mouvement baissier, hop, on a une bougie verte et après il se trouve que ça a continué. Maintenant, vous voyez qu'ici, on avait un mouvement à la hausse et puis suivi par une bougie rouge, mais le marché n'a jamais baissé avant plusieurs jours où là il a finalement baissé. Donc ça pourrait tout à fait être interprété comme un faux signal, un mauvais signal de baisse, mais en l'occurrence, celui-ci est un bon signal de baisse, quoi. Alors, la nano, elle est conçue pour, je vais rajouter le Meta Sentimentor pour
hop, contient déjà un métasentimentor. Ok. Ok, donc voilà, métasentimentor. Et ouais, alors voilà, bon, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai juste cliqué sur le bouton qui est là. Ouais. Bougie Akinashi, barre. Ouais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais juste mettre Akinashi qui est dans la catégorie indicateur. Je le mets dans le graphique principal comme sentiment. Voilà. Et là, vous voyez que ici, alors je vais retirer l'étude là horaire. Vous voyez ici que on a un mécanisme dans la nano pour lorsque vous avez potentiellement un retournement de tendance, comme au niveau de cette bougie ici, on a la possibilité de définir ça grâce à ce que l'on appelle le sentiment de l'indicateur, qui est traduit par cette courbe de signal ici, et qui montre que quand on passe du vert au rouge, eh ben, on passe d'une valeur ici de 65 à soudainement 0. C'est un signal de baisse. Et puis ici, on a une valeur de 35 parce qu'on est en baisse. En phase baissière, c'est 35. Hop, soudainement, on monte au niveau de la deuxième bougie. Et là, on a une valeur de 100. Et ça se traduit en fait un signal à la hausse. Donc en fait, la nano, elle est capable de backtester des stratégies sur la base de ce concept, mais la nano est aussi capable d'automatiser l'entrée en position sur la base de cette information. Donc cette information, elle est cruciale, très importante, et elle va nous servir parce qu'on va regarder un petit peu après une stratégie, donc ça nous permettra d'évaluer la stratégie. Mais retenez bien que le concept de Aikinashi, on détermine une tendance, on peut identifier ou détecter des retournements de tendance. Par exemple, dans ce Aikinashi qui est, alors je rappelle pour ne pas confondre tout le monde, le bouton pour ajouter des sentiments, enfin sentimentor, ça veut dire un petit peu indicateur, on appuie là-dessus et on voit que Aikinashi, il est là. Il est dans la liste avec bande de Bollinger, moyenne mobile exponentielle, etc. Alors, je vais passer maintenant sur mes slides qui seront complémentaires de ce que je viens de raconter. Donc, ça, on en a parlé, je vous l'ai montré. On appuie sur ce bouton. Si on veut juste d'un point de vue visuel travailler sur Akinashi, on peut faire ça. Ou alors, on peut faire ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire charger l'indicateur qui s'appelle Akinashi. Ok, alors, formation d'une bougie. Alors, ce que vous avez sur la gauche, c'est un graphique à chandelier normal. Et là, vous avez en fait la bougie Akinashi. Deux choses importantes ici. Comment est fabriqué Akinashi? Eh bien, si on suppose que on a déjà une bougie Akinashi précédente et qu'on a maintenant nos deux dernières bougies chandelières, enfin plutôt la bougie précédente et la bougie actuelle en chandelier, et bien maintenant, pour déterminer le corps, le prix d'ouverture de la bougie Akinashi, il faut prendre la moitié du corps de la Akinashi précédente. Vous regardez là. Ouais, le corps est là, la moitié, ça fait ce niveau, et là, vous avez le prix d'ouverture de la bougie Akinashi. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que toute la série de bougies qui suit après est verte, parce que chaque fois, ça commence à la moitié du corps. Tac, 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 tac. C'est ça qui fait que c'est vert. Ok, ensuite, la deuxième chose, c'est la clôture du corps, le prix de clôture. Il est basé sur la moyenne de la bougie actuelle, c'est-à-dire le plus haut, le prix de clôture, le prix d'ouverture et le prix bas. La moyenne de ces quatre valeurs, ça donne le corps.
Après, les extrêmes, c'est plus ou moins, ça correspond aux extrêmes des bougies précédentes. Plus ou moins, c'est moins important. Mais le corps, c'est ça qui est important. C'est ça qui donne cette nature un peu homogène à l'indicateur. OK. Alors, question importante, quand il y a un retournement de tendance, pourquoi la couleur change? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe pour que la couleur change? Et en fait, j'ai donné la réponse, c'est qu'il faut un grand retournement de tendance. Vous voyez? Donc si je prends par exemple ici la bougie en chandelier, et je prends la bougie actuelle en chandelier, il faut que celle-ci fasse une grande baisse, en parlant ici du corps, on ne parle pas ici des extrêmes, il faut une grande baisse, un corps rouge très grand, pour que ici, au niveau d'Aikinashi, ça commence à peine à changer de couleur. Donc quand il y a un changement de couleur, on peut penser que c'est rien, mais en réalité, ça traduit un cataclysme dans le chart en chandelier. Alors on n'a qu'à reprendre cet exemple, et puis on regarde qu'est-ce qui se passe ici au niveau de ce changement de couleur. Donc on s'attend à ce qu'au niveau du chart normal, cette bougie-là soit très grande. On appuie, hop, elle est effectivement très grande. Elle est effectivement très grande. Alors ici, on a en fait superposé l'indicateur. Alors je vais le mettre dans une sous-fenêtre, voilà. Et là, je vais fermer ça, fermer ça. Vous voyez que ici, on a un mouvement à la baisse, et puis là, on a une très grande bougie. Cette grande bougie, c'est cette bougie-là. Donc, quand on regarde bien, si je prends 4 bougies rouges et 3 bougies vertes, et une bougie verte, hop, oui, cette bougie-là qui nous fait le retournement de tendance, c'est la grande bougie blanche. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça, comme ça vous comprenez au moins qu'est-ce qui est derrière ce fameux graphique et signal Akinashi. Donc, bon, je vous enverrai la présentation, donc si vous voulez en lire plus, vous pourrez lire, mais en gros, le message est passé, quoi. Alors, bon, je passe là-dessus, ça c'est pour expliquer comment on charge le signal, je vais le montrer de toute façon maintenant, parce que le signal, c'est en fait une autre espèce. Le signal, on passe maintenant sur le signal. Donc le signal, en fait, alors je vais plutôt vous montrer comment on le charge. J'ouvre la plateforme en grand. Donc là, on est sur un chart normal et on est sur un chart journalier. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais appliquer en fait une étude, le signal. Alors, regardez ici, on a ce bouton qui existe depuis à peu près un mois ou deux, enfin 2-3 mois. Je clique, modèle d'étude, signal, Akinashi. Donc ça, c'est très pratique. L'alternative, c'était avant de faire ça. Mais tout le monde ne savait pas que ce bouton permettait d'accéder au signal. Vous voyez? Donc, façon très simple, on clique là-dessus, hop, 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 signal, etc. Alors maintenant, le signal, ce qu'on voit devant nous, c'est en fait le signal. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le signal là-dedans? Alors, vous voyez que on a en fait 3 parties. On a la sous-fenêtre du dessous qui est le métacentimètre. Et lui, vous voyez que au niveau de sa courbe, il est toujours égal à 50, sauf quand il y a des signaux. Là, on a un signal de hausse, un signal de hausse, un signal de hausse et un signal de baisse. Vous voyez, 0, puis 100, 100 et 100. Donc, si on prend par exemple ces deux signaux, ce qu'on a ici, dans la deuxième sous-fenêtre, celle du milieu, on a en fait un graphique Akinashi. Donc si je fais un double clic et je rajoute quelques jours, par exemple, je sais pas, allez, 25 jours, on s'aperçoit que ce graphique, c'est un graphique Akinashi. Et ce graphique, c'est lui qui nous génère
les signaux. Donc, on regarde en fait un Aiki-Nashi et lui, on voit que, par exemple, le signal, ce signal-là, il est défini à la clôture de cette bougie. Vous voyez? Et puis là, il y a un signal au niveau de cette bougie par rapport à un mouvement où il y avait du blanc, donc à la hausse, hop, et on a un signal baissier. Donc, le signal, en fait, c'est basé sur Aiki-Nashi. L'Aiki-Nashi, il est dessiné à l'intérieur de cette fenêtre. Et en fait, au-dessus, vous avez le graphique principal. Alors la question c'est, mais pourquoi on fait ça dans un graphique séparé? Alors pourquoi on fait ça dans un graphique séparé? Parce qu'en fait, le graphique Aiki-Nashi, on va lui appliquer on va lui appliquer on va lui donner trois propriétés qui sont des avantages, qui nous donnent en fait de la flexibilité. Alors de quoi parle-t-on? Premièrement, euh, positionnons-nous dans le graphique principal. Regardons juste, lui, il est défini par un graphique normal, hein, en chandelier. Et alors, prenons par exemple l'unité de temps. 5, 15. Par défaut, c'est 15. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur 5, par exemple. On se met sur 5 minutes. Donc, on a ici des graphiques, un graphique ici en 5 minutes. Et alors, en dessous, on a en fait quelque chose de très spécial qu'on n'a pas dans des autres indicateurs. C'est-à-dire qu'on a en fait un graphique qui est agrégé. C'est-à-dire, ce graphique, il reflète une bougie d'ici, du graphique secondaire, c'est égal à 5 bougies du graphique principal. Comment sait-on ça? Bien, ici, il y a un réglage, agrégation. Et ça, on peut faire avec tous les indicateurs que l'on charge sur la plateforme NanoTrader. Ici, vous voyez qu'on a un facteur d'agrégation. Donc, si avec la molette de ma souris, je le mets sur 1, j'ai en fait exactement le graphique Aiki-Nashi normal. Vous voyez? Donc, Aiki-Nashi en haut. Si je vais sur le chart Aiki-Nashi, ouais, c'est la même chose. Donc, je vais sur les bougies de nouveau. Donc, ça, c'est le chart Aiki-Nashi. En dessous, c'est le chart. Pardon. En haut, c'est chandelier. En dessous, Aiki-Nashi. On applique une agrégation. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre l'agrégation 6. On met 6. Alors, quand on met 6, il faut en fait veiller à ce que là, il y a 3 paramètres. Le paramètre, le dernier, soit égal à 6 aussi. Voilà. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train de travailler dans un graphique de 5 minutes dans lequel on peut appliquer des objectifs, des stop suiveurs et des choses comme ça qui vont suivre le graphique de 5 minutes. Mais en réalité, notre signal, on le conçoit dans un chart de 30 minutes, c'est-à-dire 5 minutes x 6. Ouais. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de regarder le graphique sur une échelle plus grande en utilisant le signal Aiki-Nashi comme moyen de rentrer en position. C'est pour cela que vous voyez ici que les points d'entrée ont l'air un petit peu décalés par rapport à... Alors, qu'est-ce qui définit les points d'entrée? Les points d'entrée sont en fait définis par les deux paramètres qui sont ici, les deux premiers. Et quand on regarde le nom, vous voyez, le nom c'est N, ça veut dire nombre. Nombre de barres, alors barres au sens de bougie ou barre. Nombre de bougies, vieille tendance. Donc en fait, quand vous regardez Aiki-Nashi ici, vous voyez que ça c'est une tendance baissière qui est suivie par une tendance haussière. Donc quand on est à ce niveau-là, au niveau de la nouvelle tendance, la tendance haussière, eh bien la période précédente, qui était une tendance baissière, c'est ça la vieille tendance. Et la nouvelle tendance, c'est la tendance actuelle. Donc si on est par exemple là, quelque part ici, eh bien, quand on dit 3 et 2, ça veut dire on veut que la vieille tendance, elle ait au moins 3 bougies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez? Et puis, la nouvelle tendance, on veut qu'elle ait au moins 2 bougies. Et dans ce cas-là, à la clôture, eh bien, on rentrera en position, quoi. Donc, ça, c'est ce qui définit en fait
l'entrée en position que l'on voit ici. Elle est définie par 3, 2. Alors ici, si je fais le minimum, c'est, je descends, vous voyez, on ne peut pas plus aller plus bas que 1. 1 et 1. Donc 1 et 1, c'est quand on dit que... Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, 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 on se replace là. On va se mettre sur ce... On va prendre ça comme exemple, quoi. Donc, ici, la phase de baisse, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre une flèche. Donc, la phase de baisse, c'est ça. Et puis, hop, on a une phase de montée qui est là. Et en fait, comment on l'a définit? Eh bien, quand on met 1, 1, c'est-à-dire on l'a défini à la clôture de cette bougie. Mais cette bougie, rappelez-vous qu'elle représente en fait 6 bougies du chart principal. Donc, au niveau du chart principal, maintenant, cette condition ici, je mets ça, ça va être représenté à ce niveau-là, quoi. Ça va se répercuter à ce niveau-là. Donc, si maintenant je vais prendre ma slide et je vais repasser un petit peu les points, je dis donc que, premièrement, on est capable de fabriquer des signaux à partir d'une sous-fenêtre qui contient un graphique Aiki-Nashi, c'est ce qu'on voit ici, mais qui est agrégé. Alors, l'agrégation, on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser. D'accord? Mais c'est très intéressant d'utiliser en fait l'agrégation. Parce que l'agrégation permet de rendre le graphique plus lisible et permet de détecter mieux les retournements de tendance. Donc, ça, c'est un avantage, numéro 1. Après, au niveau du chart principal, ce que vous voyez ici, représenté par le fond d'écran gris, ça représente en fait la bougie dans laquelle le signal est en fait appliqué. Donc au niveau du graphique principal, c'est à cette bougie-là que s'applique le signal, qui est défini en bas. Alors rappelez-vous une chose, l'agrégation qui est ici, qu'on voit 5 fois 15 minutes, le 5, ce 5, quand on veut travailler, il faut que ici on ait aussi 5. Si vous avez 5 là, vous devez avoir 5 là. Après, on peut définir, au moyen des deux premières variables, on peut définir qu'est-ce qui définit vraiment le signal pour nous, le signal de retournement. Bien, le signal de retournement ici, c'est 2 bougies rouges de la tendance baissière plus une bougie blanche de la tendance haussière. Vous voyez? Et avantage numéro 3, alors ça c'est, là il faut faire attention. Là il faut faire attention. C'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient. L'avantage numéro 3, c'est le fait que si vous voulez, vous pouvez demander à Nano de déclencher le signal plus tôt, de ne pas attendre que 6 bougies de 5 minutes soient consommées. Une bougie en bas représente, dans l'exemple qu'on avait avant, 6 bougies d'en haut. Donc ici, on est sur 6 x 5, 30. Ça, c'est comme un chart de 30 minutes. Ça, c'est un chart de 5 minutes. Donc, pour qu'il y ait une bougie ici et un signal, il faut attendre la clôture. La clôture, elle est définie après 6 bougies. Dans l'exemple qu'on a, que je vais reprendre, donc, on est avec une agrégation de 6. On a bien marqué 6 ici. Ça, c'est le nombre minimum de barres pour un signal tôt, c'est-à-dire pour rentrer tôt. Si maintenant je diminue ça, qu'est-ce qui se passe? Je vois que le fond d'écran gris s'élargit. Parce que maintenant, on permet à la plateforme de nous faire rentrer en position après 5 bougies seulement, et non pas 6. Je descends, après 4 bougies,
Ouais, on peut rentrer après 3 bougies, 2 bougies, dès la première bougie. Ouais. Donc ça veut dire que dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'on rentre à ce niveau-là, au lieu d'attendre de rentrer à ce niveau-là. Donc ça, dans certains cas, ça va marcher, et dans d'autres cas, le marché tournera contre vous, et ça sera un faux signal. Donc, un des intérêts de travailler avec une agrégation plus grande, c'est que justement, vos signaux deviennent plus robustes. Donc, mon conseil, c'est ne pas utiliser cette fonctionnalité. Mais vous êtes libre et donc vous faites ce que vous voulez. Donc 6, hop, 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 je mets 6. Voilà. Donc, maintenant, voilà, on a, vous voyez, en dessous, différents signaux, etc. Et donc, la question est, est-ce que cette stratégie est intéressante ou pas, quoi. Alors, je vais juste jeter ça. Alors, hop, voilà, je cherche la croix, elle est là. Supprimer les objets graphiques. Alors maintenant, on va s'intéresser au côté stratégie. Alors pour ce faire, je vais préparer devant vous une stratégie. Alors je vais juste fermer ici le fameux carnet d'ordre. Je vais donner un nom à cette stratégie, je vais l'appeler HA3 pour Aikinashi version numéro 3. Donc on est bien sur du 5 minutes. On a bien une agrégation de 6 qui nous donne en fait 30 minutes. Je vais fermer ça en bas. Je double-clique. Je vais charger ma fenêtre d'information ici. Je vais mettre sur évaluation. Voilà. Je vais ouvrir la barre de personnalisation c'est comme si je soulève le capot du moteur. À l'intérieur de ça, il y a tout ce qui définit une stratégie. Trading, on s'en occupe pas. On ne veut pas trader, on veut juste analyser une stratégie, définir une stratégie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va déjà voir comment est représenté en fait le signal Aikinashi. Vous voyez, je vais ouvrir ça un peu plus en grand. Hop. Donc en fait, vous voyez, en fait, vous avez deux fichiers qui sont chargés et qui sont mis en dessous du MetaSentimentor. Vous avez un premier fichier dans lequel vous définissez les heures. Nous, on va dire 0 heure et pas plus tard que 18 heures, donc on s'arrête à 17 heures, hein, parce qu'on avait vu qu'après 18 heures, la volatilité baisse fortement. En bas, on peut activer des alertes si on veut. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. On ferme ça pour que ça ne prenne pas de place. On ouvre ça et là, on a notre définition de comment est défini le signal. Eh bien, il est défini par 2 bougies de la vieille tendance suivie d'une bougie de la nouvelle tendance. On met un 6, ça veut dire qu'on attend vraiment la clôture de la bougie, c'est-à-dire on attend que les 30 minutes se passent. Maintenant, à partir de ça, on va introduire une notion de filtre flat, c'est-à-dire à la clôture de chaque jour, on clôture notre position. On va mettre 21h30, on active. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit grosso modo cette petite coloration mauve qui traduit grosso modo de 21h30 jusqu'à la clôture. On a clôturé les positions si on a des positions. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va charger un stop et un objectif. Et pour le stop, on va aller dans notre répertoire. Et là, vous voyez qu'on a plein de stops différents. On va choisir Fix Stop. Un stop fixe, Profit Target, un objectif fixe. On ferme. Alors, dans la nano, on peut définir les choses de différentes façons. Nous, on va s'intéresser à la notion d'ATR, parce que l'ATR, c'est quelque chose qui varie avec la volatilité. Et on va définir notre ATR sur 200 bougies, des bougies de 5 minutes,
Donc 200 bougies, il faut 12 bougies pour faire 1 heure. 12 fois 5, ça fait 60. Donc 12 par rapport à 200, ça fait 6 fois 12, 72, fois 2, donc 6, 12 heures. Ça fait, je sais pas, presque une journée, quoi. Un peu moins qu'une journée. Donc, on fait une sorte de... On mesure la volatilité sur à peu près presque une journée, 18 heures, quelque chose comme ça. Et ça nous donne un étalon. Et maintenant, on va définir notre stop. Alors, on va partir sur 4 fois. Pourquoi 4 fois? Parce que vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, je me positionne ici sur le méta. Je vais appuyer sur le bouton en bas qui est celui-ci pour que la période d'évaluation, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on ne voit pas d'impact ici. Et quand on regarde dans le tableau ici, on voit qu'il y a eu un seul trade. C'est en fait parce que on avait avant ces données-là. Et donc lui, il nous a donné notre stratégie sur la base de la dernière journée, mais il n'a pas tenu compte du fait que, en fait, on veuille allonger la période on va dire, d'études. Et on va même l'allonger encore plus grand, on va faire 250 jours. Donc on charge 250 jours. Vous voyez que lui, il considère que l'évaluation, c'est que la dernière journée. Et maintenant, on va lui dire, non, mais il faut appliquer ça sur tout, quoi. Donc quand on applique sur tout, voilà, on a un certain résultat qui apparaît devant nos yeux ici sur ce tableau. Si on veut que ce résultat soit plus parlant, on va afficher le graphique de performance. Le graphique de performance, on va le monter, on le met là et on voit déjà qu'on n'a pas un mauvais graphique de performance, quoi. Okay. Donc ça, on n'a plus tellement besoin, ça nous génère nos signaux. On le baisse. On voit qu'on a ici une courbe de performance qui n'est pas mauvaise sur cette période-là. Et qu'est-ce qu'on a vraiment? On a le signal, un flat et en fait un objectif, un stop. Alors pourquoi j'ai dit 4 fois l'ATR? Parce que si on vient regarder un petit peu les 3 derniers jours ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, si je prends cette journée-là, ouais, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ouais, sur le mouvement à la baisse, on arrive à attraper quelque chose. Sur le mouvement à hausse, on perd. Mais on voit que cet objectif, par rapport à la volatilité de la journée, hein, la volatilité de la journée, c'est comme c'est un petit peu la différence entre ce point haut et ce point-ci. Et ça représente, on voit ici là 53 ticks. Donc un tick c'est 0,01. Donc, en gros, un demi-point, quoi. 500 €, un demi-point. Et nous, avec notre objectif, qui est on va dire 13 ticks, ouais, ça nous donne l'objectif qui est un quart du mouvement de la journée, quoi. Donc on veut faire du day trading. On veut essayer de capturer un rebond pour essayer de capturer un peu le mouvement, mais on ne veut pas capturer le mouvement entier de la journée. C'est pour ça qu'on a mis 4 fois. C'est un petit peu basé sur ce qu'on voit sur notre écran. Alors, je retire ça. Alors maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est que là, on s'aperçoit qu'on a 406 trades. On voit par exemple ici que si je prends par exemple ce mouvement-là, on peut dire que grosso modo, c'est un mouvement baissier. Alors, je vais pousser un petit peu ça de côté. Voilà. Et puis là, on voit que là, on a une baisse et on prend la baisse. Ok, c'est bien. Mais en début de journée, vous voyez, le marché remonte et nous, on prend la baisse, on perd. Ok. On prend la hausse, on perd. On prend la hausse, on gagne.
On prend à la hausse, on gagne. On prend à la hausse, match nul. On prend à la hausse, on perd. En fait, ce qu'on fait, c'est que le premier signal, quelle que soit sa direction, on le prend. Et ça, on va essayer de remédier à ça. C'est-à-dire, on va appliquer un filtre de tendance. Alors, vous savez que on aime bien chez Self-Invest le super trend. On va le chercher dans les indicateurs ici, super trend. Alors, on peut le chercher comme ça, hein, ou alors on peut taper, ouvrir le répertoire indicateur, et on peut descendre et on peut dire super trend. On va l'afficher dans une sous-fenêtre en tant que filtre. Ça, c'est une des beautés que permet NanoTrader. Ça nous permet de colorer le fond d'écran en fonction de est-ce que le marché est à la hausse ou à la baisse. Alors, on va afficher le super trend ici. On l'affiche là. Ce super trend, il est réglé par défaut sur 10, 3. 3, c'est l'écartement de la courbe du super trend qui est cette courbe rouge ou cette courbe verte. Le super trend, soit il est à la hausse, soit il est à la baisse. Il y a cette courbe. Et soit on est en dessous, le bleu, c'est en fait le prix de clôture. Et on va utiliser une technique un petit peu dans le même goût que ce qu'on a utilisé pour le signal, c'est-à-dire l'agrégation ici, on va la mettre sur 12. Donc avant, on a mis 6 pour le signal, et bien on va mettre 12 pour le super trend. Donc c'est comme si on travaillait presque sur de l'heure. Vous voyez ? Et maintenant, on a une lecture du marché qui est plus, on l'espère, plus nette et qui on l'espère, va nous donner une meilleure performance ou limiter en tout cas le nombre de trades parce que dans ce cas-là, ici, on ne fera que des trades à la hausse et là, on fera que des trades à la baisse. Vous voyez ? Donc, on regarde le résultat. Je vais glisser en fait ça en dessous. Je ferme en dessous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat ? On a un mauvais résultat. C'est-à-dire, on n'a pas le meilleur résultat. On avait un meilleur résultat avant parce qu'on avait une courbe de résultats cumulés qui montait, et là, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une technique supplémentaire, c'est-à-dire NanoTrader offre une fonction d'optimisation. Donc, si déjà on paie pour un abonnement pour cette magnifique plateforme, autant utiliser tous les outils de la plateforme. Donc, je vais vous montrer comment on utilise la fonction optimisation. Elle est là. La première chose, c'est qu'on va quand même regarder ici au niveau de la variation. Donc là, on fait varier ça de 0. Alors 0, ça n'a pas tellement de sens. Span, c'est le nombre de bougies à considérer. On va prendre 5. Et puis ici, le facteur, ça c'est l'éloignement un petit peu. Alors ça, on va le faire aller jusque, par exemple, 8. Et là, on a défini en fait les écarts. On veut faire varier ce paramètre entre 0,5 et 8. Et l'autre, on le fait varier entre 5 et 25. Et maintenant, on va demander à la nano, s'il te plaît, donne-nous une rapide estimation de est-ce qu'on est capable de faire un meilleur résultat. Alors là, hop, vous voyez un meilleur résultat directement, des meilleurs résultats. Comment on peut dire que c'est un meilleur résultat ? On voit qu'on a une courbe qui est quand même relativement régulière sur cette période-là. On est quand même sur 250 jours, c'est-à-dire sur plus d'un an, avec un marché qui est dans un range et qui n'a pas l'impression qu'il a vraiment une direction claire. On stoppe. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration supplémentaire. Dans cette fenêtre-là, on peut limiter au nombre avec un maximum, un nombre d'excès maximum, ou alors un temps maximum, ça veut dire 1 heure. Maintenant, quand je clique là-dessus, je vois le réglage. Donc le réglage, il me dit 6. Donc 6 bougies, il faut regarder 6 bougies. En gros, l'ATR, ça fonctionne, ou plutôt le super trend, ça fonctionne sur base d'ATR, justement, c'est-à-dire une sorte de moyenne de la volatilité. Quand on dit 6, ça veut dire qu'elle calcule sur 6 bougies. 6 bougies de 5 minutes, donc sur 30 minutes. Et le facteur, c'est tout simplement un facteur fois l'ATR. Donc ça éloigne cette fameuse courbe de super trend.
Donc lui, il nous dit 6, on va dire 6, 8. Lui, il nous dit 7, 7. Lui, il nous dit 7, 6. 21, 6. Donc on voit que 21, 6, c'est pas meilleur que 7, 7. Là, on avait 10, 4, ça c'était pas bon. Et 10, 7, c'était mieux. Donc déjà, l'éloignement est très important. L'éloignement de la courbe du super trend. Donc, on va utiliser cette première courbe. On n'a pas besoin de super optimiser tout au maximum. Observez une chose, on avait 406 trades et maintenant on a 263 trades. Donc, on a éliminé au moins 40% des trades. Donc, on ferme. Oui, on veut fermer. Et grosso modo, si on regarde un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc, ici, sur les 2 derniers jours, il a interprété comme quoi on est sur une phase de baisse. Du coup, il ne prend pas le signal à la hausse, qui était sûrement le signal ici qui montait. Il prend le signal à la baisse. Hein. Ça, c'est le signal à la hausse. Il ne le prend pas, il prend celui à baisse. À la baisse, on gagne. On aurait même pu gagner plus. Puis s'il reprend à la baisse, on a de la chance. Le marché hésite, hop, et puis il va à la baisse. Et là, il est à la baisse. Et pour le moment, on a de la chance parce qu'on est presque au niveau 0. Et avec un peu de chance, il va descendre. Sinon, du moment qu'il n'atteint pas le stop, ça va pour nous. Et au pire, le filtre flat clôturera la position. Donc vous voyez le type de petite stratégie qu'on peut mettre en place. Après, on peut bien sûr faire tout un travail d'analyse de tout ça. Moi, je vous ai raccourci le travail parce que ça m'a coûté des heures d'arriver à ça. Mais n'oubliez pas que je vous ai souvent dit que cette stratégie, je la traite maintenant depuis plus d'1 an et j'ai des bons résultats avec. Donc, c'est pas à 100% exactement le même réglage, mais c'est vraiment pas loin. Donc, je vous encourage à creuser un petit peu la matière. Mais grosso modo, voilà une belle stratégie. On n'est jamais sûr que ça va continuer, bien entendu. Il faut essayer. Mais on peut, sur cette base, essayer je dirais, d'apprendre. Et puis, on peut même appliquer le même concept aux 30 ans ou aux 10 ans, à d'autres obligations, à l'OAT, pourquoi pas l'OAT français, hein, qui est traité sur le REX, etc. Donc, je vois, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, du point de vue de la stratégie, j'ai terminé ma présentation. Je vais vous montrer les slides que j'ai. Donc ça, on a vu. L'exemple de stratégie, elle est là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est légèrement différent. C'est des outils fabriqués par moi, mais c'est très proche de ce que j'ai utilisé dans la plateforme. Le réglage est différent ici, vous voyez. Hein, vous pouvez en fait, vous pouvez définir le type de résultat que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez dire, je veux un gain 2 fois plus grand que le risque. Donc, je vais positionner mon objectif 2 fois plus loin que mon stop. Est-ce que je fais ça pour les trades gagnants? Est-ce que je fais ça, non, pardon, pour les trades longs? Est-ce que je fais ça pour les trades short? Est-ce que je le fais pour les deux? Ça, c'est mon choix. Une fois que j'ai défini ça, j'ai un certain résultat. Avec l'optimisation, je vais au niveau du super trend chercher le bon réglage. Vous voyez? Donc, ce réglage qu'on voit devant nous, c'est un réglage qui date du début d'année, qui marchait bien en début d'année. Je n'ai pas vraiment vérifié, est-ce qu'il continue de bien marcher? Vous pouvez l'essayer. Mais en tout cas, vous avez vu à travers ma présentation l'approche qui vous permet de définir les bons paramètres. Vous voyez? Et au bout du compte, la stratégie est relativement simple, dans le sens où on a le signal, un filtre de tendance, un filtre de sortie, de fin de journée, un objectif et un stop. C'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 éléments et c'est terminé. Vous voyez? Donc ici, vous avez les réglages que j'ai utilisés. Alors, pour le filtre de tendance, 27, en fait, j'avais utilisé quoi 10, 6,9, mais bon, vous pouvez essayer, hein, 27, ça a l'air de marcher aussi.
On a l'impression que ce qui compte le plus, c'est l'éloignement. C'est ce deuxième paramètre, le facteur d'éloignement, le 7. L'agrégation de 12, vous l'avez. Donc, vous êtes capable de reproduire ce que j'ai produit. Et voilà quoi. Donc, si vous n'avez pas de questions, on est arrivé au bout. Il nous reste 5 minutes. Je vais juste m'adresser maintenant à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez nous pour les inviter à nous rejoindre. Et si vous et j'arrêterai ensuite l'enregistrement. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Je répondrai aux questions dans 1 minute. Alors, ouvrez un compte. Voilà une action intelligente et bien pensée. Pourquoi? Parce que pour devenir un bon trader, c'est dur, il faut travailler dur, mais il faut aussi avoir un bon courtier qui a des bons outils et qui a des bonnes approches pour vous faire progresser. Pour progresser, il faut avoir de l'inspiration. Pour cela, Selvinvest met à votre disposition sa chaîne YouTube dans laquelle elle met des vidéos. Ces vidéos sont toutes des vidéos de qualité. Il n'y a pas besoin de mettre 50 000 vidéos nulles. Il vaut mieux mettre 1500 vidéos de qualité. D'un autre côté, Selfinvest est dans sa 20e année, donc a acquis une très forte réputation d'excellence, comme on le voit dans les prix que notre société reçoit régulièrement, hein, sur la gauche là. Qu'est-ce qui est mis en évidence et qu'est-ce qui est apprécié des clients? C'est le service client, parce que quand vous avez une plateforme de cette qualité, vous avez une question, il faut que les gens du support soient capables de vous aider. Et donc, il faut qu'ils soient bien formés et qu'ils soient expérimentés. C'est le cas chez nous. La plateforme, on a vu la qualité de la plateforme durant la présentation. Qualité des exécutions, c'est très important. Vous ne voulez pas vous faire exécuter avec des décalages de prix, etc. Notre exécution, elle est très, très, très réputée, comme on le voit dans le prix ici. Ici, handle, ça veut dire exécution, ça veut dire trade, ça veut dire échange, exécution. Et voilà, donc je vais maintenant arrêter l'enregistrement.